Dans cette expérience, nous allons expliquer quelle est la cause des symptômes des patients atteints de dysplasie thanatophore ou nanisme thanatophore qui présentent des os raccourcis. Et on s'est rendu compte qu'ils expriment une forme mutée du récepteur FGFR3 avec une arginine en position 380 plutôt qu'une glycine. Alors, pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'échelle moléculaire, eh bien, on a pris des cellules NIH3T3, donc des fibroblastes de souris, que l'on a transfectées avec des vecteurs d'expression. Alors, soit un vecteur d'expression vide qui nous sert de témoin, soit un vecteur d'expression qui permet d'exprimer la forme sauvage de FGFR3 avec la glycine en position 380, soit la forme mutée de FGFR3 avec l'arginine en position 380. Et donc on a cultivé ces cellules, et c'est très important, dans un milieu où il n'y avait pas du tout de FGF. Et au bout de quelques jours, on a fait extraire les protéines de ces cellules et on a fait une immunoprécipitation. C'est-à-dire qu'on a fait agir un anticorps anti-FGFR3 sur l'extrait. Cet anticorps était couplé à des billes et on a centrifugé. Et le culot qui a été obtenu est très enrichi en FGFR3 par rapport à l'extrait protéique et total. Et donc on n'a pas les autres protéines également dans ce culot. Et donc on a fait un Western blot. On a fait une analyse de ce Western blot, de ce culot d'immunoprécipitation par un anticorps anti-FGFR3 pour vérifier qu'on a bien immunoprécipité la protéine, et aussi avec un anticorps anti-phosphotyrosine qui reconnaît les tyrosines phosphorylées mais pas les tyrosine non phosphorylée. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'évidemment, lorsque les cellules ont été transfectées avec le vecteur d'expression vide, on ne voit pas de signal, ça veut dire que spontanément, ces cellules NIH3T3 n'expriment pas FGFR3, donc ça c'est bien. Et on observe du FGFR3 qui est présent en quantité à peu près similaire, il y en a peut-être un petit peu plus lorsqu'on a transfecté avec la forme mutante qu'avec la forme sauvage, mais c'est des quantités qui sont du même ordre de grandeur. Par contre, vous voyez que ça va être très différent lorsqu'on regarde les tyrosines phosphorylées. On n'a pas de tyrosine phosphorylée dans le cas du récepteur qui est sauvage, mais il y a beaucoup de tyrosine phosphorylée dans le cas du récepteur mutant. Et ça, je vous le rappelle, en absence de tout FGF dans le milieu. Il n'y a pas de ligand dans le milieu. Donc par conséquent, on voit que chez les patients atteints de la maladie, de la dysplasie thanatophore, eh bien, le récepteur s'active tout seul, sans qu'il y ait présence de ligand, il est constitutivement actif. Normalement, un récepteur FGF ne va être phosphorylé sur des tyrosines qui sont dans le domaine intracellulaire, que s'il s'est lié au ligand. Or là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de ligand, et pourtant, on voit de la phosphotyrosine sur le FGFR3. Et bien que ce soit un anticorps anti-phosphotyrosine de manière générale, on est sûr que c'est FGFR3 parce que d'abord c'est à la bonne taille par rapport aux bandes qu'on avait obtenues avec l'anticorps anti-FGFR3, et puis je vous rappelle qu'on avait fait l'immunoprécipitation. Donc en fait il y a dans le culot à partir duquel on a fait le Western blot, il y avait quasiment exclusivement que du FGFR3. Donc on a bien cette activité constitutive du récepteur FGFR3 qui est toujours actif malgré l'absence de ligand chez les patients, et on sait que les FGF contrôlent le développement des os, et donc évidemment ça perturbe le fait que ce récepteur soit constitutivement actif, toujours actif même en l'absence de ligand, ça perturbe le développement des os, et donc ce qui peut expliquer la dysplasie ou nanisme thanatophore.